beaucoup d'éléments de théorie autour de la pulsion, avec tous les aspects spéculatifs, bien sûr, qu'il y a. Mais c'est parti de la nécessité que je ressentais, principalement en m'occupant d'autisme, mais pas seulement, d'essayer de relier ce qui, dans les défaillances corporelles, pouvait se traduire par une construction psychique, imaginaire et fantasmatique différente. Ce lien entre le corps et l'imaginaire et la production fantasmatique me paraissait très intéressant à explorer. Voilà. Alors, ce que j'avais mis sur le PowerPoint, est-ce qu'on peut... Voilà. C'est pas celui-là, c'est ça. Voilà. Donc, il y a 3 phrases que je commence par citer parce qu'elles me paraissent justement bien traduire tous les aspects d'angles différents selon lesquels on peut considérer le problème, et ça résume un petit peu ce qui me portera dans ce que je vais vous exposer. Premièrement, une phrase d'André Bullinger, sensorimotricité ici bien représentée, en particulier par Muriel Chauvet, est très présente. Alors, les travaux d'André Bullinger nous ont toujours beaucoup intéressés. Il est difficile de concevoir la permanence de l'objet sans la permanence des moyens sensorimoteurs qui atteignent cet objet et sans que soit représenté l'espace qui contient le corps et l'objet représenté. À ce niveau, c'est l'effet spatial des gestes, la trace, qui est objet de connaissance. Alors ça me paraît intéressant parce qu'il y a à la fois la notion de représentation et la notion de mouvement. Ensuite, il y a une phrase de Claude Le Guen qui a exploré de son côté avec Michel Perron-Borelli beaucoup ces questions de représentation en action, représentation d'action, représentation motrice. Et Claude Le Guen, pour les représentations motrices, dit « Nous pouvons alors dire sans nous aventurer outre mesure que tout désir est l'expression d'une tension motrice vers un but, d'un élan propre vers sa propre représentation. » Et bien sûr, nous revenons aux sources et à René Dietkine sur le plan de la psychanalyse de l'enfant. Dans la construction de l'objet, la projection du plaisir des zones érogènes donne aux stimuli leur cohésion avec toutes les complications de l'évolution libidinale que cela implique ensuite. Donc on verra ça si j'ai le temps de le développer. Pour introduire mon propos que j'ai intitulé « L'esprit de corps », je dirais que c'est ce qui désigne au départ la loyauté ou la cohérence dans un groupe par rapport à ce qui lui est extérieur, et qui permet de rassembler des expériences communes pour se constituer à part. Il me semble que c'est aussi une définition de l'organisme tel que le bébé est amené progressivement à dégager cette identité corporelle et plus largement. Ça combine l'esprit et le corps, et ce que je développerai s'oppose pour une bonne part à la notion de dualisme corps-esprit. Je suis de plus en plus tenté par le monisme de type spinozien, c'est-à-dire que le corps et l'esprit seraient une seule et même chose, mais exprimées de 2 manières différentes. C'est-à-dire que le corps naît en même temps que la psyché. Au début de la vie, la constitution du psychisme se confond avec celle du corps, qui est pour le bébé la seule source d'information, de plaisir ou de déplaisir. Dans le commencement, le corps, ou dans les commencements, le corps n'est connu et vécu par le sujet que par l'intermédiaire du corps de l'autre. C'est une deuxième notion très importante, c'est qu'un corps, c'est toujours en relation. Bien sûr qu'il y a un programme interne, il y a quelque chose, mais c'est dans la relation que ça s'actualise. Et troisième notion, c'est celle qui va plus aussi dans le sens de la psychanalyse, c'est-à-dire une notion psychanalytique. À partir du commerce avec l'objet, l'investissement du corps aura à se traduire par des activités auto-érotiques au sein desquelles s'expriment les pulsions. Et j'insisterai sur les pulsions. Mon propos va donc se centrer sur les effets d'un point de vue psychanalytique de troubles d'origine et de nature diverses. Certains peuvent être légers, mais se combiner. D'autres peuvent être graves d'emblée. Et ils vont toucher la sphère sensorimotrice. Leurs effets, donc, de ces troubles sur les premières rencontres et interactions, d'une part, et sur la construction consécutive du corps et du psychisme dans le développement. Mais on peut se poser la question de qu'est-ce que le développement ? Est-ce que c'est seulement le déroulement par étapes d'un programme endogène, prédéterminé, d'un point de vue génétique et neurobiologique, ou bien est-ce que c'est une forme d'organisation qui va résulter de la rencontre entre des compétences à titre de potentialité, dans un appareil nerveux lui-même très immature, on connaît la néoténie du bébé, et cette rencontre se fait avec un environnement, et il y a à ce moment-là une mise en tension qui en résulte. Et c'est dans cette mise en tension, suivant un principe d'homéostasie, que va se créer un espace particulier.
C'est-à-dire que ce déséquilibre doit être contré par quelque chose qui permet un retour à l'équilibre, qui va être un nouvel équilibre au fur et à mesure du développement. Et cela va faire à ce moment-là appel à deux ordres de facteurs. Ceux qui tiennent au bébé, mais le bébé lui-même, c'est au départ, ses capacités pour réduire les tensions sont très faibles. Les tensions, c'est-à-dire soit les excès d'excitation, soit l'obtention de la satisfaction par un agir. On voit bien qu'il a très peu de moyens d'agir. Il y a les réflexes d'orientation de la bouche et de la tête en particulier, mais il y a aussi toute son expressivité. Quand le bébé hurle, il ne sait pas au départ que c'est une manière d'appeler la réduction de tension, mais c'est ce qui va arriver. Donc ça crée tout de suite quelque chose qui fait qu'il va pouvoir répéter, quand il éprouve une tension douloureuse et pénible, il sent qu'en fonction de ce qu'il exprime spontanément, quelque chose vient. Il ne sait pas d'où ça vient, mais ça vient. Mais ça va dépendre donc, consécutivement, aux réponses, les anticipations de l'environnement, les qualités de par-excitation de cet environnement. On peut donc parler aussitôt, dès le début, alors certains en parleraient même avant la naissance, d'interaction, certains parlent déjà de quelque chose entre le tonus de la mère et le tonus de l'enfant, quelque chose avant mais je me limiterai avant la naissance, je me limiterai à ce qu'on peut dire déjà à la naissance. Il y a tout de suite des interactions et des effets de rencontre dans un système qui est effectivement asymétrique. L'asymétrie, c'est qu'il y a un sujet en devenir, pas encore sujet, le bébé, et un objet qu'on va désigner en psychanalyse par l'objet, c'est-à-dire la mère, mais qui, elle, est déjà un sujet. C'est ce que Roussillon appelle l'objet autre sujet. Et avec la mère, bien sûr, il y a le père, il y a les autres personnes qui comptent pour ces deux personnes clés, et en particulier pour la mère, avec toutes leurs capacités de rêverie, consciente et inconsciente, et leurs projections. Quant à la sensibilité de ce système dès qu'il naît, je vais en donner un bref exemple clinique pour souligner comment ça peut rater. Et comment ça peut rater en donnant l'apparence d'un tableau autistique, d'un tableau grave, alors que les événements tels qu'ils m'ont été décrits dans cette situation clinique dont je vais vous parler semblaient aléatoires et chacun ayant peu de gravité. Mais par contre, ça a pu avoir... Et donc on peut les interpréter de différentes manières, ces événements. Est-ce que c'était quelque chose déjà qui mettait en jeu des défaillances chez le bébé, ou est-ce que c'est vraiment les événements qui, sur un système plus ou moins sensible du bébé, ont pu avoir cet effet? Mais ça débouche sur un tableau grave. Alors Casimir, le cas de cet enfant, il a 8 mois quand je le rencontre. Je ne le rencontre avec sa mère que pour un avis, parce qu'ils viennent de province et que le pédiatre, après avoir longtemps hésité, leur dit de venir consulter un spécialiste. Je les ai donc vus au centre Alfred Binet d'ailleurs. Ce bébé ne regardait pas. Il n'était plus possible d'entrer en contact avec lui, il restait isolé, apathique. Il présentait dans son lit des mouvements de balancement très rapides de la tête en révulsant les yeux. Donc un tableau très inquiétant. Il a été décidé, donc avant de venir me voir, pendant quelques mois, des entretiens, enfin quelques mois, 2 mois, des entretiens parents-bébés qui ont amélioré la situation, mais enfin, elle reste inquiétante. Et voilà le récit de la mère. Donc il y a plusieurs césures dans l'enchaînement des événements. Une première césure, c'est une naissance par césarienne, parce qu'il y a un petit problème de bassin chez la mère. Le bébé semble bien portant, mais il faut simplement le réchauffer avant de le rendre à la mère, et celle-ci est encore endormie par l'anesthésie. Donc elle ne voit pas son bébé. Et il se trouve que quand elle se réveille, on lui annonce qu'il a fait un arrêt respiratoire. Donc il va rester 3 jours sous surveillance en réanimation, et elle va pouvoir l'allaiter sur place assez rapidement. Mais elle dit déjà que le bébé lui a manqué. La rencontre ne s'est pas faite comme elle s'attendait à ce qu'elle se produise. Et puis il y a une deuxième césure, à 1 mois et demi. Elle doit arrêter brutalement l'allaitement. Parce que peut-être, du fait de ce qui ne s'est pas bien passé au début, il s'est créé un attachement extrêmement précis avec le bébé qu'elle ne peut pas lâcher. Ça rappelle un peu le cas qui a été présenté de la petite fille ce matin. C'est-à-dire que le bébé est toujours sur elle, elle ne peut pas le poser, elle ne peut pas s'éloigner, et le père en a marre, et il ordonne qu'elle arrête de le traiter ainsi. Et cet arrêt du bébé entraîne, de ce nourrissage et de cette proximité corporelle très particulière fait que le bébé fait une urticaire généralisée.
et une forte fièvre, et il faut l'hospitaliser. Donc on a une deuxième séparation. Et au cours de l'hospitalisation, on remarque des discrets troubles de l'oculomotricité, il a un strabisme. On fait des explorations plus poussées, on dit qu'il y a un défaut de coloration rétinienne avec un trouble de la vision, difficile à évaluer, et la cause en est attribuée à un défaut maturatif, en principe sans gravité, il s'agit juste d'attendre. Donc c'est ce que fait la mère, mais à ce moment-là, il y a une troisième césure qui intervient, alors que le bébé n'a pas encore 3 mois. Il fait une gastro-entérite, un trouble bénin, avec une déshydratation cependant importante. Il y a encore une hospitalisation de 10 jours. Et on se trouve à la sortie de ce troisième temps de césure avec un bébé qui ne sourit plus, qui a un visage fermé. La vision est rétablie, c'est ce qu'attestent les examens ophtalmologiques, mais survient à ce moment-là un petit traumatisme dans le cadre familial dont la mère se sent responsable. Le bébé va faire une chute, alors que vraiment elle est assez attentive. Hein, c'est quelque chose comme ça qui se produit de manière aléatoire. Et il va y avoir de nouveau une courte hospitalisation. Et désormais, le bébé évite systématiquement l'échange de regard. Il a des mouvements de la tête et surtout la mère se surprend à éviter d'être en sa présence. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui ne s'est pas accroché ou qui s'est maintenant décroché entre eux. Son entourage va décider à reprendre le travail, mais elle est en proie au doute, c'est-à-dire à ses propres capacités maternelles. Elle se demande si d'autres sauront mieux faire qu'elle pour son enfant, et cet éloignement va aller en s'aggravant. On est dans une spirale comme ça d'aggravation, à partir de choses qui paraissaient cependant sans gravité, chacune prise à part. Casimir ne babille pas, il pousse des cris très aigus, il s'arc-boute, donc, vous trouvez les réflexes archaïques, dès qu'on le prend dans les bras, il regarde au loin, ne tient pas assis, ne semble pas pouvoir se retourner. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose là qui même est en train d'obérer les capacités motrices, sensorimotrices. Dans la mobilisation familiale élargie, des conseils contradictoires sont donnés, c'est-à-dire qu'il y a un affolement qui se produit, et bien évidemment, la mère se sent de plus en plus impuissante. Et c'est à ce moment-là que des séances parents-bébés sont mises en place, et que moi, je vois le bébé lorsqu'il a 8 mois. Et ce que je constate, je l'ai vu 2 fois, je crois, ou peut-être 3, mais c'est un recours impressionnant aux mécanismes de type autistique, et ce que je peux vraiment qualifier de risque d'évolution autistique. Je ne vous donne pas la suite, c'était juste pour vous donner cet élément-là, de comment les impacts peuvent aller dans des phénomènes d'emballement. Plusieurs éléments de cette observation vont dans le sens de ce que je soulignais plus haut. D'abord, une altération majeure des interactions précoces avec des effets désorganisants sur les 2 partenaires. Une sensibilité somatique, alors est-ce qu'elle est innée chez l'enfant, avec cette expression dans le somatique de la détresse qui entraîne aussi des effets en cascade. Et puis la faillite de constitution d'un espace d'illusion entre la mère et le bébé, avec quelque chose qui rejaillit. Alors là aussi, est-ce que c'était préexistant? Est-ce que c'était potentiellement là? Mais ça rejaillit sur le développement sensorimoteur, quand il ne peut pas se retourner, ce qu'on a pu voir. Dans cette situation telle qu'elle nous est présentée, il n'y a pas de trouble évident, marqué et sévère, et c'est en cela qu'elle est exemplaire. C'est-à-dire que ce que je veux souligner, c'est que, bien évidemment, qu'il peut y avoir des troubles qui conduisent, des défauts innés ou génétiques, qui vont conduire à une pathologie. Mais ce que je veux souligner, c'est qu'il y a toujours un impact de par les effets sur les interactions et sur justement ces tout premiers temps de rencontre qui sont fondamentaux. Il y a bien sûr des situations qui, elles, sont d'emblée graves, ou en tout cas, si elles ne le sont pas, si elles n'apparaissent pas d'emblée, on va a posteriori trouver des éléments neurobiologiques, génétiques, organiques, qui précisent pourquoi il y a ce retard ou pourquoi il y a ce défaut d'ajustement entre l'enfant et son environnement. Évidemment, cela justifie les interventions multidimensionnelles. Je ne vais pas insister là-dessus, parce que je vais vous dire des choses que vous savez. L'ensemble des moyens qui ont été mis en œuvre, on en a eu un bel exemple ce matin, mais il y a aussi, bien sûr, tout ce qui est extérieur à un service et qui fait qu'on est amené à mobiliser énormément d'angles de vue et de compléments à l'évaluation. Et je crois que ça a une fonction, bien sûr, pour un apport d'information, mais ça a une fonction en soi
pour maintenir la pensée. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui va faire que, à travers ces différents points de vue et les débats que ça suscite, quand ce sont des correspondants ou des gens qui travaillent ensemble et qui s'estiment, qui respectent les compétences les uns des autres, eh bien, on arrive à quelque chose, même s'ils ne sont pas d'accord, c'est même important qu'ils ne soient pas d'accord, et on va être dans quelque chose qui va produire un savoir qui permet de maintenir la pensée et de trouver peut-être des solutions là. La recherche en elle-même d'une compréhension a une valeur, mais je dis bien d'une compréhension, pas d'un diagnostic. Parce que quand on a un diagnostic de trisomie, on n'a pas du tout le profil de l'enfant. Ce n'est pas un diagnostic psychiatrique, la trisomie 21, pour prendre un exemple. On a un enfant qui a ce trouble et il peut y avoir une palette de sensibilité et de personnalité extrêmement différentes et de psychopathologie extrêmement différentes. Je reviendrai peut-être, si j'ai le temps, sur ce qui va, en tout cas par rapport à tous les spécialistes qui sont l'orthophonie, la psychomotricité, etc., la neuropédiatrie, mais tous les spécialistes qui sont concernés, et le psychanalyste dans cette affaire, puisque malgré tout, c'est un petit peu intéressant de parler de nous aussi, les psychanalystes. Donc, je veux dire par là, qu'est-ce qui fonde quand même le travail analytique dans ces situations où la force, l'impact de l'organicité est indéniable. Je voudrais préciser 2 points, quelles que soient les situations face auxquelles on est placé. Premièrement, j'insiste dans ce développement sur la place de la motricité et de la sensorialité dans le premier développement des représentations de l'image du corps et du sentiment d'exister. Et je rejoins de nouveau Claude Le Guen dans l'assertion que tout se passe, comme si, c'est ce que je le cite là, comme si la représentation motrice assurait une fonction de corrélation entre les divers représentants. C'est-à-dire que la mise en jeu des représentations de mots et des représentations de choses ne peut s'accomplir sans cette espèce de lien entre ces 2 représentations, entre elles, que représente la représentation motrice. Et j'en dirai un peu plus après. Dans le premier corps à corps et le dialogue tonico-émotionnel, mère-bébé, il se met en mouvement des fonctionnements sensorimotrices, une motricité spontanée profonde et la réception des actions que l'environnement exerce aussi sur l'enfant, que ce soit un impact, enfin une action physique ou humaine, avec tout ce que ça comporte de beaucoup plus vaste. Et il y a aussi les modulations qui vont s'inscrire. La résolution des variations de tension interne du bébé, à la fois par le dialogue corporel, le jeu gratuit et l'émancipation progressive des stricts besoins corporels, vont prendre une place de plus en plus fondamentale qui trace le chemin de la construction objectale et des bouleversements qui l'accompagneront. Parce que si dans ce mode de théorisation, on valorise la construction de l'objet, et j'y insisterai plus tard, de la permanence de cet objet, il s'agit de voir que cette permanence est un bouleversement profond, extrêmement perturbant et nécessaire, qui, entre autres, éloigne de l'autisme, selon la manière dont le bébé y est confronté. Et donc, ce n'est pas une partie de plaisir, parce que le bébé va devoir mettre en place, avec la permanence de l'objet, un certain nombre de mesures, de sauts au niveau de ses moyens, pour se représenter l'absence, pour se représenter la tiercéité, etc. Et il va développer à ce moment-là toute une fonction symbolique, le langage et compagnie, enfin tout ça va... Bon. Et ça vient tout naturellement donc à ce 2e point sur lequel je veux insister, après la place de la motricité et de la sensorialité, c'est sur cette permanence de l'objet, à partir principalement, dans ce qui me concerne, dans la manière dont je le comprends, des théorisations de René Dietkine, dont on a déjà beaucoup parlé ce matin. Voilà, et ça concerne pas seulement le fonctionnement psychique qui va en résulter, mais aussi le mode corporel d'être au monde. Il y a une orientation favorable pour tous les sujets, quels qu'ils soient, dans cette sortie de crise au cours du 2e semestre, avec la constitution d'une première triangulation, d'un espace autre que duel, et l'intuition, voire l'hallucination d'un autre de l'autre. Je repréciserai pourquoi. Avec les capacités de le penser, de se le représenter. Et bien sûr, avec l'émotion de haine qui vont s'y associer, émotions de haine qui permettent
qui ainsi, comme c'est projeté sur un tiers, pour des nécessités internes. Ce sur quoi je veux bien insister, c'est que c'est pas parce que le père existe ou parce qu'il existe une personne tierce seulement que ça apparaît, ça. Bien sûr qu'il se trouve, vous savez, rencontrer qu'il y a un père la plupart du temps. Enfin, de nos jours, ça pose encore d'autres problèmes, mais cette question du père, ce n'est pas le père qui sépare l'enfant de la mère. C'est que pour des nécessités internes au cours de son développement, parce que ça s'est bien passé pendant les premiers mois dans les interactions, le bébé est obligé, quand l'objet permanent, il y a l'avènement de l'objet permanent, il est obligé de postuler quelque chose du tiers. Et il se trouve qu'il le rencontre pour de bon. Et ça, c'est un saut qualitatif d'une extrême importance. Deuxième point, après ce qui était considéré comme des généralités, c'est, je vais insister un petit peu plus sur la motricité, l'action et la représentation. Alors, est-ce que je peux... je vais voir si j'y ai accès. Voilà. Ça, c'est juste des repères de ce que je vais développer très rapidement. J'aimerais pouvoir parler du pulsionnel, avoir un petit peu de temps pour le pulsionnel après. Je regarde. Bon, il me reste... on a commencé avec l'heure. Ouais. Ouais. N'essaie pas de commencer à me siffler dedans. Il te reste 20 minutes. D'accord. Alors, je crois que je ne vais pas avoir le temps de parler du pulsionnel. Oui. Alors, donc, le but pulsionnel est concomitant des représentations en action et il va s'inscrire et s'affirmer petit à petit. Je passe très vite là-dessus. Il y a, d'une part, les théorisations de Paul Denis avec l'investissement en emprise et l'investissement en satisfaction. Ça, on trouve ça dans tous les bonnes revues. Mais ce qui est important, c'est cette notion d'emprise qui ouvre à la satisfaction. Et le fait que s'il n'y a pas satisfaction, pour des raisons qui peuvent être vraiment de divers ordres, eh bien, l'emprise part en emballement. Et cet emballement, il est dommageable aussi pour le bébé. J'en dis pas plus. Voilà. Deuxièmement, les hallucinations motrices et les représentations motrices. Alors là aussi, des collègues éminents comme Marie Leclerc et Dominique Scarfone ont développé le fait que quand on parle du retour hallucinatoire de la satisfaction, c'est-à-dire la façon dont, par rapport à une satisfaction dont il y a des traces amnésiques, et bien, dans les moments où le bébé est sous tension et que cette tension ne se résout pas assez vite, eh bien, il va être obligé d'halluciner quelque chose de cette satisfaction. Mais ce qui est intéressant dans les travaux plus récents, c'est qu'il n'y a pas seulement l'image de l'objet de la satisfaction qui se présente à ce moment-là. Il y a l'image, il y a la représentation du mouvement qui permettait la satisfaction. Donc il y a ces deux images qui sont concomitantes. L'hallucination primitive réactive le souvenir de l'objet lié à la satisfaction. L'hallucination motrice réactive le souvenir du mouvement lié à la satisfaction. Et cette hallucination motrice trouve dans la perception un objet et réinvestit à partir de lui des images motrices. Voilà. Donc ça, c'est aussi pour souligner combien cet aspect de création à la fois de l'espace d'illusion et de la possibilité d'halluciner la satisfaction pour attendre, mais qui va se maintenir même quand la satisfaction arrivera, sera à la disposition du bébé à tout moment, eh bien, elle dépend d'une motricité qui fonctionne, d'une sensorimotricité qui fonctionne, et de représentation de cette sensorialité et de cette motricité qui peuvent se construire. Un autre auteur tout à fait fondamental dans ce que j'essaie de développer, c'est Michel Perron-Borelli. Pour elle, le fantasme est un complexe de représentations articulées entre elles. C'est une action imaginaire, une mise en scène du désir, et qui va représenter sur un mode substitutif les actions qui permettraient la satisfaction du désir. C'est-à-dire que s'il y a désir, s'il y a besoin de satisfaction, eh bien, il y a des scénarios en action. D'ailleurs, le rêve ce sont des scénarios en action, les rêves, réalisation hallucinatoire du désir, et ce sont des actions. Et donc, toutes les représentations kinesthésiques liées aux premières traces du holding sont à ce moment-là présentes. Je n'y insiste pas davantage. Et il y a une notion qui est tombée en désuétude, mais je pense qu'ici, nous devrions essayer de la réexhumer et de la retravailler. C'est le plaisir spécifique du fonctionnement. C'était Evelyne et Jean Kestenberg, surtout Evelyne. Ça intéresse la proprioception, la motricité, les fonctions perceptivo-motrices, la cognition, toutes marquées du sceau des traces sensorielles. C'est-à-dire qu'il y a un plaisir du fonctionnement.
si on parle du sautillement de l'enfant, si on parle du plaisir aussi de la vocalisation, ça ne donne pas une satisfaction directe. Il y a une satisfaction dans le fonctionnement. Il y a une érotisation du fonctionnement. Hein. Et si ça ne se produit pas, il y a des chances, par exemple pour la petite fille dont il était question, qui avait ce problème d'oralité, hein, que quelque chose n'a pas pu se mettre en place pour des raisons complexes. Hein. Mais il y a cette nécessité. Des auteurs comme Marc Jeanneret, que je trouve intéressant, même s'il n'est pas du tout psychanalyste, hein, c'est que l'action permet de forger une conscience de soi. Hein. La sensorialité, maintenant, il y a juste quelque chose que je vais vous dire, parce que ce serait trop long à développer, mais c'est qu'il est intéressant de voir que ce qui va des sens proximaux au sens distaux, ce qui va du proximal au distal, ça se réfère à un trajet particulier qui va de ce qui est au contact, hein, odorat, goût, tactile, c'est le contact, pour aller vers le distal, c'est-à-dire odorat de plus loin. Chez l'homme, c'est assez peu utilisé, mais ça existe, mais enfin pas de trop loin. Mais surtout audition et vision. Parce que dans ce passage-là, il y a quelque chose d'un espace psychique, il y a quelque chose de la représentation. Hein. Quand petit à petit, ces sens sont utilisés, eh bien, ça signifie qu'on n'a pas besoin d'être en contact avec l'objet. Ça signifie que quelque chose qui est dans le registre du représentationnel, voire de l'hallucinatoire, hein, se met à exister dans le fonctionnement psychique. Et je pense que ça a énormément d'importance. Bien sûr, ça en a beaucoup dans l'autisme, où on sait que c'est la question de contiguïté qui joue. Hein. Et je crois que c'est... Alors après, il s'agit de voir pourquoi. Hein, c'est important. De plus, si on parle des sensations, la sensation telle qu'elle se construit chez le bébé, eh bien, elle a besoin d'être reflétée. Lui, il l'éprouve, mais elle doit être partagée, identifiée, reflétée pour devenir un objet de partage et d'échange. Et ça, c'est toute la qualification que donne la mère à ce que le bébé ressent et la manière dont elle prodigue les soins. J'en viens dans... Il me reste combien de temps pour le circuit pulsionnel? J'ai à peu près un quart d'heure, non? Exactement. Voilà. 14 minutes. 14 minutes. Bon. Alors, je vais faire ce que je peux. Donc, je voulais reprendre les 3 temps du circuit pulsionnel, mais principalement le 3e temps, hein, parce que je considère qu'il y a quelque chose qui peut relier le pulsionnel et ce que j'ai souligné de fondamental, à savoir la constitution de la permanence de l'objet, l'avènement de la permanence de l'objet. Donc, alors on va peut-être juste mettre un petit support visuel. Voilà, simplement pour que vous ayez les 3 temps. Hein. Donc je ne les récapitule pas, hein, mais le premier temps qui est donc celui de la recherche de la satisfaction, hein, c'est que il va y avoir quelque chose dans le mouvement de l'enfant qui est extrêmement important, mais c'est important bien sûr à travers la réponse, mais qu'il y ait une réponse à ça, après une attente variable, mais il y a aussi le fait que l'objet obtient la satisfaction aussi dans la façon... Pardon, le sujet obtient la satisfaction dans la façon dont l'objet se satisfait à le satisfaire. Hein. C'est-à-dire que ce n'est pas du tout indifférent, ce n'est pas un effet de nourrissage, c'est qu'il y a aussi quelque chose qui se produit chez la mère et dans la pulsionalité de la mère. Quelque chose qu'elle peut accomplir de sa fonction maternelle et de son amour maternel. Sans insister, je rattache ça de nouveau à la question motrice, de la représentation motrice. Hein. C'est-à-dire que dans la manière dont ça va être reçu, il y a dans le mouvement psychique, le mouvement fantasmatique de l'enfant, le mouvement représentationnel de l'enfant, de ce qui lui permet d'obtenir la satisfaction, hein, quelque chose qui doit pouvoir s'accomplir jusqu'au bout, mais c'est également que dans le fait même de postuler cette possibilité de réponse chez la mère, il y a quelque chose des représentations motrices qui peut parfois correspondre aussi à un geste. À un geste qui va être, là aussi, un mouvement, les mouvements généraux par exemple, les mouvements d'orientation, mais certains gestes qui n'ont pas de but, mais qui, qualifiés par la mère, se mettent à en avoir un. Et c'est assez fondamental. Donc, si l'enfant, si on parle du côté du bébé, ce qui n'irait pas chez lui, eh bien pour la mère,
cet accueil d'un bébé qui tâtonne, qui n'arrive pas, évite le regard, a un défaut d'ajustement postural, c'est quelque chose qui désorganise ses capacités quand bien même elles sont grandes. Et du côté du bébé, s'il n'y a pas une signification conférée par la mère à ce qu'elle reçoit, eh bien, il y a quelque chose aussi qui reste en souffrance. Je passe au deuxième temps. Le deuxième temps, c'est celui des auto-érotismes. Et pour cela, je crois qu'il faut surtout revenir sur la notion de zone érogène et de retour hallucinatoire de la satisfaction. Mais là, dans la mesure où l'auto-érotisme, c'est quelque chose qui est dans une continuité, alors que le besoin, lui, est dans une discontinuité. Et cette continuité est en marche avec l'avènement des auto-érotismes. Mais on voit bien en même temps que pour qu'il y ait le troisième temps, pour qu'il y ait le deuxième temps, il faut qu'il y ait déjà eu le premier, mais que le troisième temps aussi dont je vais parler soit présent, parce que en fait, on a décrit ça artificiellement en 3 temps, mais les 3 temps, c'est un circuit qui est en marche. C'est une tension cette chronologie, très vite, elle n'est pas pertinente. Voilà, donc je n'insiste pas là-dessus, je passe au troisième temps pour terminer. Le troisième temps, il est fondamental, il a été développé par beaucoup d'auteurs, il a été développé par Lacan, il a été repris à partir du développement de Lacan par Marie-Christine Laznick à propos de l'autisme, mais justement, je voudrais donner un point de vue, je dirais, qui complète tout cela, peut-être, c'est à voir, je le soumets au débat. Donc c'est le retournement, il y a eu l'action. En même temps, il y a le retour à travers l'auto-érotisme, le retour sur soi, et puis il y a le fait de s'offrir à la pulsion de l'autre. C'est donc retournement son contraire, se faire l'objet d'eux. C'est le moment donc où le bébé, après un certain temps, va jubiler quand la mère agit sur lui en mimant quelque chose de se nourrir de lui. Et pour Freud, ce temps, ça c'est dans Freud, se définit par l'introduction d'un nouveau sujet. Or, je crois que si c'est la mère qui initie ce jeu, ce n'est pas le bébé qui initie le jeu d'aller vers le bébé pour s'en nourrir, pour marquer à ce moment-là une espèce de jubilation à se porter sur lui et comme si elle voulait le dévorer. C'est elle qui initie ça, mais le bébé, très vite, lui, il a ce qu'il faut pour tout de suite vouloir que ça se reproduise. Et pour moi, c'est une première accession au jeu. Très, très, très précoce. Bien sûr, là aussi, c'est asymétrique. La mère joue, le bébé, il ne sait pas trop, mais très vite, il va se mettre à provoquer ces situations. Bon. Et il se met à prendre une part active. Et pour moi, ça signifie qu'il découvre la mère comme sujet, pas seulement comme l'objet dont il a besoin, mais ça signifie que lui, il se met à devenir sujet de plus en plus, parce que c'est passif-actif, si vous voulez. Et je tenterai de l'articuler avec cette bascule de l'accession à l'objet permanent. Ça, pour René Dятkin, cette bascule de l'objet permanent, il y avait 3 facteurs. D'abord, la qualité des interactions qui avaient précédé, la fin du premier semestre. Deuxièmement, une capacité chez le bébé plus vive à halluciner, le bébé. Et puis la troisième, c'était tout simplement la maturation du système nerveux. Je termine sur les quelques minutes qui me restent. Je vais essayer de finir juste cette affaire de troisième temps, et puis ce sera bon. Donc, plusieurs commentaires sur ce troisième temps, donc cette jubilation des deux, qui, bien sûr, est figurée dans les textes anciens, je dirais, sur la pulsion orale. Les prémices se trouvent du côté de la mère, d'accord. Elle est dans un état assez particulier, elle est dans un état que le Mamanais signale comme quelque chose de très particulier. Tout le monde peut le dire, la voix que prend la mère à ce moment-là, qu'on peut difficilement imiter s'il n'y a pas le bébé, elle peut pas le faire si le bébé n'est pas là, la place dans un niveau d'illusion, dans un espace complètement différent de son fonctionnement. Donc, je crois que c'est assez important. Et c'est sa pulsionalité qui est en jeu. D'ailleurs, il y a une certaine équivalence entre les bras qui s'ouvrent et se referment pour tenir le bébé et la bouche qui s'ouvre et se referme sur le sein tandis qu'il la regarde. Du côté du bébé, qu'est-ce qui se passe? C'est ce qu'on peut supposer qu'il se passe. Il y a projection de la recherche de satisfaction, et donc de son sadisme moral, et de la destructivité dans l'objet de satisfaction. Il y a cette projection. Le bébé prête à la mère les mêmes pulsions, les mêmes désirs que les siens propres. C'est la mère qui, dans le jeu, se nourrirait de lui.
il y a retournement du sadisme moral en crainte d'éjouer, de se faire dévorer. La jubilation, le rire du bébé, c'est qu'il y a quand même quelque chose d'inquiétant dans l'attitude de la mère. Qu'est-ce qu'elle dit, la mère? Elle dit « je vais te dévorer, je vais te manger, je ne peux plus me... » Et non seulement elle le dit, mais elle ne peut pas s'arrêter de le dire. Il n'y a pas de satiété. On ne sait pas comment ça va se réguler à un certain moment, par quoi ça va être régulé, par les capacités de la mère, ça n'aille pas trop loin. Mais enfin, c'est cannibalique, cette affaire. Dans ce renversement des rôles, en même temps, le bébé, il va s'attribuer la toute-puissance maternelle consistant à offrir cette satisfaction qui ne peut jamais être totale. Et on a deux sujets en présence. Ce jeu autour du fantasme de dévoration, c'est un jeu de faire semblant, comme je viens de le souligner. C'est un mime, une mise en scène de l'oralité sadique, un jeu subtil entre le courant tendre, l'excitation, la peur, le plaisir et l'apaisement. La dimension imaginaire qui y participe est fondamentale. Et c'est pour ça aussi que je veux la souligner, puisque ce que j'ai développé, c'est autour de cette question motrice et d'imaginaire. La mère offre au bébé en miroir les représentations d'actions qui permettent la satisfaction tout en les détournant, en transformant ce qui serait leur aboutissement réel cannibalique en acte d'amour. Mais le bébé est dans la jubilation de la peur de ce qui ne se produira pas. Ainsi, pour le plaisir des deux, la pulsion maternelle se trouve déviée loin d'un but destructeur. Et on peut se demander s'il n'y a pas là un modèle primaire sublimatoire. L'élan pulsionnel de la mère est déplacé et sublimé en jeu en passant par le faire semblant. Si on se penche sur le texte du Manet, accompagner le faire semblant, on voit bien qu'il y a des choses très inquiétantes si elles n'étaient pas dites dans ce contexte. Et il y a une participation sensorielle, et peut-être que je m'arrêterai là si j'arrive au bout de mon temps, et puis on verra dans la discussion. Ah, j'ai encore 5 minutes. Bon. Alors, il y a toute la partie... Je suis étonné d'avoir autant de luxe. Il y a une participation... Il faut savoir s'arrêter. Justement, mais tu vois, c'est ce que j'ai dit, c'est que moi, je suis prêt à considérer que je suis satisfait. Voilà, tu es presque repu. J'espère que vous l'êtes aussi. Il y a une véritable participation sensorielle initiée par la mère sur toutes les parties du corps du bébé. Ça, c'est très important aussi. Ça fait partie de la régulation. C'est qu'il y a quelque chose qui va justement élargir l'horizon purement oral à l'ensemble de la sensorialité du bébé et à l'ensemble des faits qui peuvent mettre en jeu la rêverie. Parce que la mère, ses commentaires vont alors s'élargir du côté de sa rêverie. Donc ce qui se tisse là est fondamental. Si le bébé est capable de projeter une vie pulsionnelle semblable à la sienne qui animerait la mère, il n'y aura qu'un pas, certes un pas de taille, mais qu'un pas à franchir ensuite pour projeter que cette vie pulsionnelle peut être aussi tournée vers un autre que lui, faisant la découverte douloureuse et indispensable au développement non autistique de la dimension tierce. Voilà pourquoi je trouve que ce troisième temps est important. C'est qu'à partir du moment où on postule que chez la mère, il y a aussi des désirs, une pulsion semblable aux siennes, et qu'elle peut manquer, par moment, elle laisse sous tension, eh bien ça veut dire que ces pulsions, elles peuvent ne pas être tournées que vers lui, ce qui en même temps le soulage, ce qui le fait souffrir et le soulage. Elles peuvent être tournées vers un autre, l'autre de la mère, l'objet de l'objet, tout ce qu'on voudra, tout ce qui a été développé. Bon. L'objet permanent. Et donc ça, c'est la tiercéité. C'est la tiercéité qui, bien évidemment, fait totalement défaut, véritablement, structurellement, dans l'autisme. Cette notion de tiercéité, notre collègue Jean-Marie Vidal a développé la notion de triadique, qui fait défaut dans l'autisme. Il a écrit un livre récemment là-dessus. L'objet permanent se place sous le signe d'une double continuité, celle du sujet et celle de l'objet, qui est un objet autre sujet, on l'a dit. Cela signifie que d'un point de vue spatial comme temporel, les séparations, les écarts, les absences échappant à la perception directe ou immédiate vont faire l'objet d'un nouveau et intense travail de liaison, de représentation et de symbolisation. Et c'est là qu'on peut parler de la création d'un espace transitionnel. La mère est l'objet d'un investissement ambivalent amour-haine, sa présence ou son absence devenant plus importante que la seule satisfaction des besoins corporels, l'érogénéité même du corps du bébé est projetée sur ce qu'elle représente, et là encore, il s'agit d'une représentation en action. Oui, je vous montre juste le schéma, mais on ne va pas le... Ah non, c'est pas là. Toc, 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 toc. Et ce sera pour une prochaine fois. Voilà, on a ces schémas de la pulsionalité.
Par la permanence même qu'il a acquise, l'objet est perdu, c'est-à-dire qu'il échappe au contrôle omnipotent du sujet et qu'il peut exister ailleurs et pour un autre quand il est absent. Voilà. Je pense que j'aurai encore 2 minutes. Le double détournement, c'est bien. Oui, alors je vais donc vous parler du double. Oui, le double alors, ça, c'est le double retournement. Double retournement, vous le voyez, hein, c'est ce que je viens de vous décrire. Mais je vous ai aussi décrit dans le cours du propos le double détournement. C'est-à-dire que vous voyez, alors, on va très vite. On en 1 minute, là, c'est pas possible, on avait tout compris jusque-là. Hein, c'est bon? Non, mais ça va. Là, c'est que ça, c'est sujet en devenir, qui devient sujet. Ça, c'est l'objet qui est déjà sujet. Ça, c'est la permanence. Hein. Bon. Et on voit qu'il y a des objets non-mères qui se promènent un peu partout, hein, et auxquels il a accès. Mais on a le retournement en son contraire, le retournement sur soi et la pulsion. Et simplement, ce qui va se passer, c'est que le premier détournement, c'est que le but de la satisfaction n'est plus le besoin somatique, mais le besoin de la présence de l'objet. Hein. Et le deuxième, c'est que le détournement de la haine, qu'il éprouve au moment de la permanence de l'objet, eh bien, au lieu d'attaquer la mère, parce qu'il attaquerait la mère à l'intérieur de lui aussi, et il en serait la première victime, eh bien, cette haine, elle va se porter sur le tiers, c'est ce qui mène aussi à l'angoisse de l'étranger et à tout ça, et qui est un temps fondamental du développement. Voilà, je m'arrête là. Merci de votre attention.